savez, aujourd'hui, on évoque beaucoup le sujet de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qu'on entend un peu partout. Yeah. Et aujourd'hui, nous parlons des femmes. Donc, bien sûr que nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin. Mélissa, vous êtes consultante en stratégie RSE et fondatrice de ILE Consulting. Vous êtes une femme entrepreneur engagée en faveur des droits humains et du développement durable. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre expérience ainsi que les, les défis à relever en s'engageant sur la voie de l'entrepreneuriat en étant femme? Très bien. Merci Aude pour cette brève présentation. Donc pour revenir un petit peu sur mon parcours, moi j'ai principalement travaillé dans les secteurs de l'assurance, ensuite de la grande distribution. Avant de passer en cabinet conseil, j'ai bossé pour un cabinet Big Four qui s'appelle Price, où j'ai eu la chance d'accompagner pas mal d'entreprises dans leur déploiement sur le continent africain, et notamment sur les aspects d'impact environnemental, social et sociétal. Donc, je travaillais un peu pour les directions, les sièges qui avaient leurs filiales principalement en Côte d'Ivoire et un peu au Bénin. Et c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait exploiter et déployer les stratégies des sièges sur les filiales afférentes. Donc, c'est fort un petit peu de tout ce parcours que j'ai monté mon cabinet ILE Consulting depuis septembre 2023 à Lomé. Et là, je travaille avec des PME et une entreprise du secteur bancaire. Donc, 80% des personnes avec qui je travaille sont des femmes aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'aller montrer un peu comment exploiter tous ces aspects de l'impact social, sociétal, les fonds d'investissement impact qui vont venir justement plébisciter cette politique du genre et permettre aux femmes d'accéder à des moyens d'autonomisation forts. Et l'idée derrière, c'est en termes d'état des lieux déjà sur le Togo, c'est de refaire un peu le bilan, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Donc, il y a un rapport de la Banque mondiale qui est sorti là en 2024 en termes de politique du genre qui dit que le Togo, au terme d'une dizaine de critères qui ont été évalués, nous ressortons septième en Afrique de l'Ouest et 134e sur 190 pays évalués dans le monde. Donc, il y a encore de l'avancée à faire, mais c'est pour dire aussi qu'il y a déjà de belles choses qui ont été faites vis-à-vis du climat des affaires qui a été un peu amélioré, hein, avec pas mal de mesures qui ont été prises par Madame Johnson pour améliorer un peu ce climat des affaires et permettre aussi aux femmes d'accéder justement à cette ligne entrepreneuriale. Et en termes de chiffres, personnellement, j'ai fait mon CFE à 30 000 francs CFA, un peu moins de 30, avec moins de 100 euros, en tout cas, c'est possible de monter sa boîte en SARL unipersonnel de bout en bout. Et c'est ce genre d'avancée avec la réduction aussi du capital de départ qui ont permis d'accroître de 37% le nombre d'entreprises individuelles détenues par des femmes au Togo de 2018 à 2023 maintenant. Et il y a aussi 17% de SARL en plus depuis 2018 jusqu'à 2023. Après, le secteur informel reste le plus prépondérant. Si on se dit 18% de femmes sont chefs d'entreprise ou entrepreneurs, il y a encore 52% qui demeurent dans le secteur informel et principalement sur tout ce qui va être commerce, le vestimentaire, l'agroalimentaire. Donc, il y a encore une marge de progression pour emmener chacune de ces femmes-là à revenir un petit peu vers le secteur formel et pouvoir justement accéder à une panoplie d'investissements et de droits auxquels aujourd'hui elles sont encore exposées. Après, en termes d'opportunités, qu'est-ce que le fait de revenir dans le secteur formel permet de faire pour chacune des dames? C'est qu'aujourd'hui, il y a 40% en termes de quotas, 40% de marchés publics qui sont réservés aux jeunes et aux femmes. Donc, le fait de revenir sur cette ligne de mire va permettre, en termes d'opportunités, de pouvoir adresser ce genre de marché en appel d'offres. Et en termes de positivité,
c'est qu'on constate que 38% de moins d'entreprises gérées par des femmes font faillite. Donc, comparativement aux hommes, les femmes sont meilleures gestionnaires statistiquement parlant. Et les financements qui leur sont octroyés aussi, notamment par les entreprises de microfinance, sont 12% plus élevés. Donc, potentiellement, on a la possibilité, en termes de discrimination positive, d'avoir accès à plus de financements et des financements plus élevés aussi lorsqu'il va s'agir de micro-entreprises ou de microcrédits. Et il y a à peu près, en termes de recensement, 350 financements qui sont dédiés aux femmes, allant du plus haut niveau avec le PNUD, la Banque mondiale, ou en allant vers des fonds d'investissement impact tels que Res Impact ou d'autres un peu comme le récent fonds qu'Elisabeth Moreno vient de monter en Côte d'Ivoire, qui vont permettre justement d'avoir plus d'opportunités et pouvoir déployer plus d'activités que ce qui n'a été fait à date. Donc, en somme, l'idée, c'est de dire, du chemin a été parcouru. Il n'en reste pas moins qu'à date, même si le Togo a, en termes de représentativité, fait beaucoup d'efforts pour la politique du genre, pour que les femmes s'impliquent. Beaucoup de mesures ont été prises pour favoriser en tout cas cet écosystème, pour nous permettre d'entreprendre. Nadia l'a évoqué, il demeure encore des pesanteurs socioculturelles qui viennent de notre background aussi bien spirituel que culturel ou autres, qui vont limiter la femme dans la prise de position. Et le cadre, en tout cas institutionnel, permet d'entreprendre et permet de monter à l'échelle, passer à l'échelle, d'accélérer le rythme. Mais aujourd'hui, ce sont plus des freins sociétaux qu'on va encore constater parce que les femmes vont avoir plus de difficultés à aller vers des réseaux d'investisseurs. Elles vont avoir plus de difficultés à aller vers tout ce qui va être des partenariats féminins en termes de fusion, d'acquisition pour pouvoir passer à l'échelle et quitter le climat, par exemple, des microstructures pour aller chercher des gros financements vers la BOAD ou d'autres types d'informations. Donc, il y a plusieurs micro-entreprises qui sont bien souvent dans le même secteur d'activité, la cosmétique, qui vont être aussi sur des secteurs tels que les distributeurs de revente. Et elles font strictement la même activité, mais elles vont rester sur la même cible et elles vont se cannibaliser entre elles. Alors qu'en termes d'opportunités, le fait de penser un peu les choses différemment et d'aller vers des sources de financement via l'actionnariat ou via des fusions pourrait être plus intéressant pour venir justement baliser ce marché togolais et pourquoi pas adresser les marchés de la sous-région et venir un peu concurrencer les autres types d'acteurs qui sont sur ce secteur-là. Et il y en a beaucoup qui restent en dehors de la zone franche et donc ils ne peuvent pas bénéficier de tous les abattements fiscaux en termes de production dans la transformation agroalimentaire notamment. Et le fait de rester à cette échelle ne permet pas vraiment aux femmes en tout cas à l'entrepreneuriat féminin, de resplendir et d'être flamboyant en tout cas de tout ce qui pourrait être aujourd'hui. Et comment on fait pour accélérer ce rythme-là? Donc, en termes de pistes de solutions, c'est déjà accroître la visibilité de toutes ces femmes, ne pas hésiter à aller beaucoup plus sur du networking, sur tous les types d'incubateurs qui vont exister, parce que c'est de cette façon qu'on est au courant de ce qui va se passer, ce à quoi on peut prétendre. Donc, il y a des réseaux assez puissants comme Women in Africa qui sont super intéressants pour réseauter déjà avec les femmes dans la sous-région et sur le pays même. Il y a Innovap aussi qui a été bien avancé, et puis en termes d'incubation, et puis il y a Energy Generation aussi, qui est un incubateur qui est bien implanté sur tous les sujets d'énergie. Et bon, je parle d'énergie parce que c'est un peu d'actualité sur le Togo en ce moment. Et aussi ne pas hésiter à aller sur la croissance sur d'autres types de secteurs tels que la technologie, la construction, qui sont historiquement des secteurs dits masculins, en guillemets, mais que pour accroître en tout cas notre positionnement, ne pas hésiter à aller se positionner dessus aussi,
Après, en termes d'histoire, on comprend pourquoi la femme est commerçante avec tout ce qui va être les nanabins historiquement, le grand marché. Donc, il y a plus de facilité à aller là. Donc, une fois que ce secteur est professionnalisé, ne pas hésiter aussi à aller vers d'autres secteurs TIC pour déployer l'entrepreneuriat féminin. Merci, Aude. Merci, Mélissa. Vous venez de parler d'un peu du financement, de tout ce qui a été mis en place pour les femmes, du financement qui est dédié aux femmes. Et bien avant, Nadia a évoqué le fait qu'il y a certains financements qui sont mis en place dans certaines entreprises où il ne faut pas, si je peux le dire comme ça, où tout est déjà mis en place ou bien fait là-bas. Et donc, ce financement devrait être référé à d'autres secteurs. Vous avez évoqué le secteur informel. Moi, je voulais vous poser la question à vous et à Nadia. Est-ce que vous ne pensez pas que ce problème que surtout Nadia a évoqué, c'est le fait que ces femmes-là, n'ont pas vraiment assez ou n'ont pas connaissance de tout ce qui est fait, de tout ce qui est mis en place pour elles. Et il faut aussi une communication effective, aller vers ces femmes, surtout aller vers elles, parce qu'elles ne le savent pas. Donc, mieux aller vers elles que de mettre en place juste comme ça et de dire qu'on a mis en place certaines choses pour les femmes, mais qu'elles-mêmes, elles ne le savent pas. Ce que vous ne pensez pas, je pose la question à vous et à Nadia, hein. Vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ce sujet, de ce point-là. Non, après, c'est effectif. Hein. Au niveau de la communication en elle-même, il y a un gros volet de sensibilisation qu'il faut accroître. Et même au-delà de ce volet de sensibilisation, même si l'information est à disposition, bien souvent, les femmes n'arrivent pas à évaluer en termes d'éducation financière la structure même de leur entreprise parce qu'il n'y a pas eu en amont toute la discipline financière, d'avoir des états financiers, d'avoir une certaine traçabilité pour savoir ce à quoi elles peuvent aspirer via leur entreprise. Donc, en termes de sensibilisation, il y a un gros travail qui peut être fait, mais c'est bipartite parce que les femmes peuvent aussi de leur côté se dire je vais à la recherche de l'information et oser davantage que ce qui n'est fait aujourd'hui. Après, il y a des microfinances, notamment Cofina, la FUSEC Togo ou Asila Simé, qui vont régulièrement dans les marchés pour faire des tournantes avec des collecteurs. Donc, ça reste à des échelles micro et via ces collectes-là, essayer de leur dire ce à quoi elles vont avoir droit. Mais ça reste des financements qui sont très, très chers parce que ça va être du prêt bancaire ou du prêt microfinance. Et on sait que les taux chez nous oscillent entre 12% et 25% pour les boîtes les plus, euh, les plus risquées, entre guillemets. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en développant plus des logiques de partenariat, d'investissement, elles vont avoir droit, même si c'est diaspora, Togo, ou même si c'est fusionné entre elles, elles vont avoir des taux beaucoup moindres que ce que les institutions financières proposent aujourd'hui. Donc, via des réseaux féminins, on peut faire des économies et on peut vraiment autonomiser et donner plus de puissance et de dynamique à ces réseaux féminins et à l'entrepreneuriat féminin, que ce soit en informel ou en formel. OK. Merci. Nadia, vous voulez Oui, dire pour quelque chose? aller dans le même sens que Mélissa, je dirais que les responsabilités sont partagées. Pour, au niveau des femmes, la question de communication, de prise en compte de tout ce qui a été fait ou tout ce qu'il y a comme amélioration dans notre cas des affaires. Qui... Allô? Je pense qu'on vous a Vous, perdu. vous m'entendez maintenant? Oui, là, c'est bon. D'accord. Donc, je disais qu'il y a un gros travail de sensibilisation à faire au niveau des structures même qui mettent en place de nouveaux cadres ou de nouvelles opportunités pour les femmes. Mais au-delà de ça, c'est quand même une question d'adaptabilité.
Les femmes au Togo et dans la plupart des sociétés africaines font partie de plus de 60% du tissu économique. Et même si elles restent dans le secteur informel, les femmes sont les premières clientes des microfinances, par exemple. Et l'une des raisons pour lesquelles elles vont beaucoup plus vers les microfinances que vers les banques qui ont des taux plus moindres, c'est la question de risque en fait. C'est plus avec les structures financières, c'est plus il y a de risques et plus le taux il est grand. Et au niveau de la banque, il y a quand même une certaine discipline financière à pouvoir avoir. Et donc, la grosse problématique, comme Elissa l'a soulevé, c'est une question d'éducation financière au niveau de ces femmes. Et en éducation financière par rapport au cadre bancaire que nous avons mis en place ou qui est mis en place dans notre société, je crois que les femmes africaines, depuis très longtemps, ne sont pas très d'accord avec ce cadre-là. Je le dis parce que dans d'autres sociétés comme en Europe et tout ça, les taux ne sont pas pareils, les opportunités, les mécanismes de financement existants sont très diversifiés. Et aujourd'hui, l'une des alternatives que les femmes utilisent pour se financer, c'est la tontine. C'est la tontine dans les marchés. Il y a des tontines qui vont à 500 millions à Lomé. C'est vrai que ça ne peut pas passer dans les statistiques de la Banque mondiale parce que ça reste des alternatives qui ne sont pas formalisées, enregistrées. Et donc, ça ne va pas pouvoir apparaître dans les statistiques économiques du pays ou du continent. Donc, ce qui m'emmène à soulever une autre grosse problématique, c'est la question d'adaptabilité des mécanismes de financement. Parce que si la tontine elle est formalisée aujourd'hui dans des conditions qui correspondent à ce que les femmes font déjà, parce que oui, même dans la tontine, elles prennent des risques. Parfois, on entend que quelqu'un est parti avec la tontine, etc. Elles prennent des risques, mais c'est vraiment le taux. C'est qu'avec la tontine, le taux, il est quasiment 0 à 0 avec la tontine. Donc, c'est vraiment une question de taux, donc d'adaptabilité des produits de financement des femmes qui est soulevée. Et quand on part dans une société africaine où dans l'antique, les femmes sont elles-mêmes pionnières de l'économie, euh, il y a des questionnements qui arrivent, c'est-à-dire que, entre guillemets, les femmes se sentent se faire avoir que d'aller faire des emprunts à certains taux au niveau de la banque. Même avec les nanabans, hein, quand on les approche, ce sont des dames qui arrivent à se mettre ensemble à 50 et qui vont voir des gens qui vont prêter de l'argent en banque pour elles, hein, qui vont aller prendre des milliards chez d'autres hommes d'affaires, d'autres personnes qui sont dans les affaires. Pourquoi est-ce qu'elles ne vont pas en banque directement? Bien souvent, c'est une question d'adaptabilité. Donc, parfois, elles sont au courant, mais les mécanismes, pas parfois, souvent, elles sont au courant, mais les mécanismes de financement ne sont pas adaptés à leurs objectifs. Et au-delà même de la question d'adaptabilité, pour la majorité des femmes qui se lancent dans la vie active, dans la vie socio-économique et tout ça, elles trouvent des mesures alternatives. Mais pour celles pour qui il y a encore une question de sensibilisation, de prise de participation dans la vie socio-économique, c'est vraiment des questions purement sociales et éducatives. Et là, je reviens sur mon point, c'est que parfois, en martelant sur la question d'autonomisation de la femme, on a l'impression que c'est un peu comme la question de prise en charge. La personne, si la personne est considérée à égal sur certains points, dans l'éducation, on ne devrait même pas avoir à lui rappeler ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai dû arriver à un certain niveau avant de prendre conscience de la question de l'inégalité, avant de prendre conscience dans la société qu'il y a des hommes qui, lorsqu'ils sont en face d'une femme, ils ne pensent pas avoir en face d'eux un égal, en fait. C'est-à-dire que dans mon environnement proche à moi, ça n'a jamais été une question soulevée.
Ça n'a jamais été question de parce que tu es une femme. Non, ça n'a jamais existé. C'était juste une question de droit humain, une question de respect, une question de droit d'aînesse. Ce sont ces problématiques-là. Et quand on retourne dans cette dynamique-là, il y a quand même une grande marge de la société féminine aujourd'hui qui sont encore dans ce mindset selon lequel elles n'ont pas, entre guillemets, le droit à la participer à la vie socio-économique à un certain niveau, qui trouvent encore que aller en banque, faire des prêts de centaines de millions, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, c'est encore une question d'homme. Et je crois que c'est là où la balle est dans le camp de cette génération de 90 qui est qualifiée de génération hybride, où il y a une part de responsabilité qui nous revient dans l'éducation. Dans l'éducation de nos enfants. Si aujourd'hui il est possible d'arriver à terme à une société dans laquelle on ne parle plus de ces inégalités-là, où à la fois les hommes et les femmes vont pouvoir se mettre ensemble pour demander des taux de financement plus bas. Parce que la vérité, c'est que la femme, c'est plus de 60% du tissu économique. Alors, c'est clair que si on veut avoir de l'impact sur notre tissu socio-économique, c'est qu'on est obligé que les femmes participent. C'est une obligation de par leur pourcentage de représentation même dans ce tissu-là. On est obligé. Toutes les stratégies économiques qui ne prendront pas en compte ce genre d'éléments, ça ne va jamais marcher. Donc, c'est un peu ça. Merci. Merci Nadia, merci Mélissa. Nous comprendrons, nous comprendrons donc que sur cette question de financement, il faut à la fois, pour permettre aux femmes d'avoir accès à tout ce qui est fait pour elles, de tenir compte avant tout du système, du contexte culturel, parce qu'en Afrique et en Europe, c'est différent, et aussi de prendre en compte le fait qu'il faut éduquer les femmes financièrement.